Quand on réfléchissait à faire l'Assemblée générale annuelle des deux organisations cette année, on a relu nos notes de l'an dernier. Deux constats qu'on savait mais qu'on s'est souvenu. Il y avait peu de monde, puis on n'avait pas une bonne date parce qu'il y avait plein d'autres activités. Première affaire qu'on a faite, on a poussé la GA d'une semaine. Donc, j'ai pas eu d'invitation pour d'organismes collègues ou partenaires de trucs qui se passeraient aujourd'hui. Mais donc, la date, elle semble être bonne. Et on s'est aussi dit, mais pourquoi on a peu de monde? Puis je me suis souvenu que Mme Valérie Jacob, d'ADN Organisation, dans sa maîtrise, avait traité de la gouvernance des OBNL et des coopératives. Puis elle traitait de ça, la GA et tout ça. Fait qu'on l'a invité à venir en discuter avec moi et Julie. Puis on en est venu à une pierre deux coups, c'est-à-dire aujourd'hui pouvoir donner de l'information aux entreprises sur ce sujet-là. Mais en même temps, comme les membres des deux organisations étaient invités aujourd'hui, on s'est dit on va essayer de faire avancer cette cause-là, ou ce sujet-là, pour le pôle et la CDR. Donc, Mme Jacob, je vous cède les rênes du premier bloc de la formation, ou de la conférence, je ne sais pas comment vous l'appelez. Merci beaucoup d'être présent. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. C'est probablement une sorte d'appel de l'univers, parce que ce printemps, moi, fin février, début mars, j'avais vraiment envie de faire quelque chose entourant les AGA, d'OBNL et de coopératives. Et là, j'ai parlé avec mon associé, j'ai dit, je ne sais pas si Mario, ça a été en train de faire quelque chose, mais là, on commençait à être tard dans l'année, bon, il y a pas mal d'AGA qui sont déjà en train de se préparer, c'est peut-être un peu tard. Et finalement, Mario m'appelle pour jaser de participation et ça répondait parfaitement à l'espèce d'appel de l'univers. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette conférence. Je dois dire que c'est un petit peu plus compliqué que j'avais au départ parce que je m'emballe. C'est un sujet qui me passionne, la gouvernance associative. Alors quand je me mets à m'emballer, je me mets à chercher de nouvelles références, je me mets à fouiller. Et là, je découvre des nouvelles choses qu'il faudrait bien que j'intègre, mais je n'ai pas le temps de les intégrer. Bref, c'est mon défi quand je me mets à être passionnée de quelque chose. Donc aujourd'hui, le thème de l'atelier, où sont les membres, ou quand les efforts pour attirer les membres font patate. Titre peut-être un peu comique, mais je me suis dit que pour plusieurs d'entre vous, ça allait résonner. Bon. J'ai organisé plusieurs affaires aussi dans ma vie et la participation n'est pas toujours à la hauteur des efforts qu'on peut mettre comme organisation. Donc parfois c'est un peu plate. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer la participation. Et cette participation-là, le fait qu'elle n'existe pas, elle a des impacts aussi sur nos organisations, comme on va le voir un petit peu plus tard. Si on parle d'un manque de participation, dans le fond, ce qu'on peut constater dans nos organisations, c'est vraiment souvent le peu de participation aux événements organisés. Il y a le syndrome du toujours les mêmes. Je pense que vous êtes familiers avec cette notion. Il y a aussi, parfois dans les organisations, de la difficulté à combler des postes électifs, la fameuse relève au CA. Il faut parfois user de toutes sortes de stratagèmes pour intéresser des membres à faire partie de notre conseil d'administration. Et la question que je pose, est-ce que c'est un symptôme d'un désintéressement de l'association? La question qui m'a été posée, c'est quoi faire pour que les membres participent? Belle question. Mais avant de parler de cette question-là, je pense qu'il est important de répondre à une autre question. C'est pour ça que, dans le fond, pour traiter de cette problématique-là, ce matin, on va voir le concept de participation dans la réalité des entreprises associatives. On va commencer à discuter d'éléments pour une stratégie de participation, puis on va essayer de la travailler cet après-midi avec les cobayes que sont la CDR et le pôle. Donc, si vous êtes administrateur de l'une ou l'autre de ces instances-là, on va utiliser votre savoir-faire, vos connaissances et
va vous utiliser à pleine mesure dans votre rôle. Les membres. Donc, pour répondre à la question, comment faire pour favoriser la participation, je pense qu'il y a une question qui est préalable. C'est pourquoi et à quoi veut-on que les membres participent? Parce que le comment, ça peut être simple si on sait ce qu'on veut atteindre. Pour répondre à ça, on va commencer par explorer 3 choses. Qu'est-ce qu'un membre? C'est quoi? Il est membre de quoi? Donc, c'est quoi son contexte organisationnel? Et quelle est la place du membre dans ce contexte organisationnel? On va essayer de circonscrire un peu, c'est quoi le terrain de jeu d'un membre? Alors, qu'est-ce qu'un membre? Un membre, c'est une personne qui fait nommément partie d'un corps. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, d'une association, d'un club, d'une assemblée, etc. C'est aussi chacune des personnes qui forment une communauté. D'un point de vue légal, quand on pense aux entreprises associatives, donc OBNL, marchandes, OBNL tout court et coopératives, mais ici on va parler des entreprises associatives aujourd'hui, le membre, c'est un propriétaire de cette entreprise associative-là. Ce qui implique une notion de volontariat, un sentiment d'être dans le regroupement et non en dehors du regroupement, des droits, des devoirs, des responsabilités. Quand j'étais jeune, je travaillais dans différentes organisations où, par souci d'ouverture et de démocratie, nos membres étaient toute la population d'une MRC donnée. Pensez-vous que ces membres-là savent qu'ils sont propriétaires de l'association? Pas du tout. Comment alors susciter le sentiment d'appartenance de quelqu'un qui ne sait pas qu'il fait partie d'un groupe? Et comment susciter donc la participation de ces mêmes personnes dont je vous parle? Alors c'est très important dans les associations, dans les entreprises associatives, que votre membership se base sur une adhésion volontaire. Elle peut être gratuite, cette adhésion, pas de problème, mais l'important, c'est qu'elle soit volontaire. Officiellement, je demande d'une manière à ce qu'on puisse après développer le sentiment de faire partie du groupe et non d'être en dehors. Ça implique aussi des droits, des devoirs et des responsabilités. Quels sont-ils? Avant d'y arriver, je vais faire juste une petite illustration. Au départ, donc, il y a des membres volontaires qui adhèrent à un groupe, ou dans ce cas-ci, une entreprise associative. D'un point de vue légal, ces personnes, ces membres, deviennent des propriétaires de l'entreprise associative et forment en même temps l'Assemblée générale des membres. Aux besoins, elle est adéquate. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ancrage au milieu qui s'installe. Donc, c'est par la réponse aux besoins que l'ancrage commence à se manifester. Voyons maintenant les instances associatives de l'organisation associative. Donc, on a vu tout à l'heure l'Assemblée générale, composée de membres. Là, ici, j'ai mis des types de membres. Par exemple, ça peut être des membres usagers, des membres travailleurs, des membres de soutien, producteurs, name it, là, il y en a toutes sortes. Et il y a un conseil d'administration. D'ailleurs, souvent, le conseil d'administration vient avant l'AGA. C'est un petit groupe de personnes qui reconnaît une problématique, qui se forment en comité
en comité, en CA provisoire, qui ensuite vont solliciter des membres pour faire partie de ce regroupement et par la suite devenir un CA élu par cette assemblée. Selon la loi, c'est le conseil d'administration qui a les pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion de l'organisation en tout temps. Beaucoup de personnes à travers, depuis que je suis jeune, me disent que l'Assemblée générale, elle est souveraine. Mais elle est souveraine sur des points en particulier et non pas sur l'ensemble de l'organisation. Ces points-là, on va les voir tout à l'heure. C'est vraiment l'ECA qui détient les pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion de l'organisation en tout temps. Bon, je reviens dans le fond au début de cette organisation, quand elle est toute petite. Elle a souvent des bénévoles qui vont réaliser les tâches qui doivent être exécutées. Parce que l'organisation n'a pas nécessairement encore beaucoup de moyens. C'est souvent les membres qui font partie, qui vont être des bénévoles. Qu'est-ce qui s'installe quand les membres deviennent des bénévoles opérationnels selon vous? Un sentiment d'appartenance, parce qu'il y a un sentiment de faire partie d'un groupe qui travaille ensemble, et même à la longue, une mobilisation. Parce qu'on va le voir plus tard, plus la participation est intense, plus il y a un développement de la mobilisation. Et qu'on voit que les membres, dans le fond, sont très actifs à cette étape de l'organisation. Mais cette organisation-là évolue avec le temps. Par chance, elle a un petit peu plus de ressources. Elle peut embaucher souvent un coordonnateur, peut-être un peu plus tard un DG, et les bénévoles opérationnels sont tranquillement remplacés par des employés salariés. Au début, ça va peut-être être des salariés sur des programmes d'emploi, mais tranquillement, on arrive avec des employés salariés. Et là, tout à coup, on voit que les membres ont un petit peu moins de place dans les opérations. Ils redeviennent, entre guillemets, de simples membres ou de simples propriétaires. Qu'est-ce qui peut arriver selon vous? Une démobilisation, un désintéressement, minimalement un éloignement par rapport à la cause et par rapport aux activités. Donc là, on ne sait plus trop là, quelle est notre place comme membre, parce qu'on a été très actifs, là tout à coup, on l'est moins. Fait que ça peut, pour certains, c'est bien correct. Pour certains, c'est enfin quelqu'un qui va faire la job, puis je vais pouvoir me reposer. Mais pour d'autres, c'est ah ouais, mais où est ma place maintenant? C'est ça que ça fait. D'après nos expériences ici à la Corporation de développement, les membres, on a des membres bénévoles qui sont là depuis le début. Alors à ce moment-là, ils étaient sur le conseil d'administration et ils ont contribué au développement des services. Et maintenant, ce qu'ils soulèvent de avant puis maintenant, c'est qu'ils ne sont pas au courant vraiment de ce qui se passe. Parce qu'avant, ils étaient dans l'action, dans les opérations. Alors, leur premier réflexe, c'est de dire « Ah ben, je ne savais pas. Ou ben, je ne savais pas qu'on avait pris cette tangente-là. » Alors, mais l'information est tout le temps disponible, mais c'est parce que ils ne l'ont pas vu changement. Elle ne se rend pas jusque-là. Ouais. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a touchée aussi dans mon vécu personnel parce que j'ai été fondatrice d'une organisation, membre d'un CA, très impliquée dans les opérations. Et tout à coup, les ressources financières arrivent, on embauche du monde. Et là, les membres du CA, justement, exactement ce que vous témoignez, on ne sait plus quelle est la place. Donc, il faut rappeler, il faut que le DG ou le coordonnateur, et c'est là, c'est un autre défi, et on pourrait en parler toute la journée, le coordonnateur, je vais parler de la direction générale, ça va être plus simple, puisse appuyer ce conseil d'administration en leur rappelant le rôle du CA, le rôle des instances, et leur dire, voici, pendant un temps, vous étiez à la fois gouvernant, entre guillemets, donc membre d'une instance de gouvernance, et en même temps bénévole opérationnel, comme vous voyez en bas. Maintenant que nous avons des ressources,
on a fait le choix ensemble d'avoir ces ressources-là. Ce n'est plus votre rôle. Oui, vous pouvez peut-être contribuer encore si vous le désirez, mais sachez que c'est à titre de bénévole opérationnel. Et il y a un deuil à faire, il ne faut pas se le cacher, il y a un deuil à faire dans ce passage-là, puis des fois, il ne faut pas négliger non plus le deuil qui est à faire pour certaines personnes, surtout les personnes qui ont été à l'origine de la naissance de cette organisation-là. Ça va? OK, alors je continue pour vous dire qu'ici, on commence à voir qu'il y a une professionnalisation de l'organisation. Et plus ça va, plus l'organisation a des ressources financières humaines importantes et plus l'éloignement des membres avec les opérations et avec la raison pour laquelle elle existe va se manifester. Il y a comme de la distance qui se prend. C'est déjà un danger par rapport à la participation, du moins, et à la mobilisation des membres. Juste par rapport au sentiment d'appartenance. OK. Quel est le rôle d'un membre propriétaire dans l'entreprise associative? Ici, je vais y aller de façon très synthétisée, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, c'est pas là-dessus que je vais mettre l'emphase. Par contre, c'est une base importante. Si on regarde la loi sur les coopératives et la loi sur les entreprises, sur les associations, donc la partie 3 de la loi sur les entreprises, sur les compagnies, ce qu'on sait, c'est que les membres, leur rôle se limite à peu près à quelques points manifestés en Assemblée générale annuelle. C'est le lieu qui est prévu par la loi pour que les membres puissent s'exprimer, donner leur opinion. Ce que j'ai constaté dans le cadre de ma recherche à l'occasion de mon mémoire de maîtrise, c'est que les assemblées générales, même si les CA veulent que ce soit un lieu d'échange, dans la vraie vie, c'est en termes de points discutés un lieu de reddition de comptes. Donc, on diffuse de l'information. Et pour les membres aussi, quand on les questionne sur comment vous voyez ça, c'est aussi un lieu pour aller simplement recueillir de l'information. On est loin de l'expression. Ce que je dis, c'est, je ne peux pas non plus, par exemple, le généraliser, hein, parce que c'était une étude de cas, donc, mais on a pu le voir dans les entreprises observées, sauf dans une coopérative de travailleurs, où les membres, pour eux, c'était vraiment un lieu d'échange, la GA. Le pouvoir du membre en AGA se limite à élire les membres du conseil d'administration, nommer le cas échéant le ou les vérificateurs, approuver ou rejeter les règlements adoptés par le CA quand il s'agit de l'OBNL ou les adopter quand il s'agit d'une coopérative. Et là, il y a quelques petits ajouts, comme par exemple, dans le cas des coopératives, fixer la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu'ils font partie du CA, prendre toute décision réservée à l'AGA, puis procéder à une période de questions portant sur tous les sujets relevant de la compétence de l'Assemblée. Et là, la compétence de l'Assemblée, c'est ce qu'on vient de nommer en haut. Bon, évidemment, il y a tout l'aspect de, par exemple, la dissolution, la fusion, continuation, tout le changement de la structure de l'organisation, les membres ont leur mot à dire. Et s'il n'y a pas ce point-là cette année à l'AGA, ce ne sera pas traité. Le droit d'emprunter. Donc, il y a différentes choses là, que je vais passer rapidement aujourd'hui. Mais, grosso modo, le rôle des membres se joue sur ces points-là lors de l'Assemblée générale. Oui? Dans une assemblée générale, normalement, il n'y a pas de varia comme dans une assemblée régulière. C'est tous des points prédéterminés à l'avance. Oui, mais il peut y avoir un point qui s'appelle période de questions. On a le droit de le mettre. D'ailleurs, je pense que dans la loi sur les coopératives, ce point-là, il est prévu. La période de questions est obligatoire. Dans les 7 points spécifiques. Puis il y en a un que tu n'as pas nommé, mais je le dis là, je ne t'aurais pas coupé, tu as laissé le temps d'avaler dans ton nom. Il y a quand il y a une cotisation annuelle dans une coopérative, elle est déterminée par les membres. Par les membres, c'est ça. Ben, tu l'as, je l'ai pas vu. C'est pas grave.
ah, j'ai mis les trop perçus, mais peut-être pas la cotisation. Mais c'est le cas aussi pour les OBNL, là, ces éléments, s'il y en avait. Mais je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre aussi que c'est des rôles extrêmement importants parce que s'ils ont le pouvoir d'élire les administrateurs, ils ont le pouvoir de destituer. Aussi. S'ils ont le pouvoir de créer la coop ou l'OBNL, ils ont le pouvoir aussi de la mettre fin. Oui. Ça, c'est des extrêmement importants. Je titille un petit peu quand tu dis le gros des pouvoirs sont associés au CA, le gros des pouvoirs opérationnels, oui, d'accord. Mais effectivement, la vie et la survie même de l'organisation Et laisser aux membres. est laissée aux membres. Oui, mais combien de membres sont complètement conscients de ce pouvoir-là? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ça, je suis d'accord. Et même s'ils sont conscients, combien de membres vont le faire sans avoir une recommandation très forte du conseil d'administration? Et là, on vient comme je dirais, taper sur le clou du pouvoir du CA quand même. Et ça prend des membres très, 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 très allumés sur la dynamique organisationnelle pour être capable de dire « Hey, pourquoi qu'elle vit cette organisation-là? Hey, il me semble qu'on est à côté de la réponse à notre problématique. » Parce que l'interprétation de la mission, ça revient au CA. Donc, c'est au CA, à partir de la lecture de son environnement, de la lecture de la problématique, de dire voici comment nous, on pense qu'on devrait répondre à cette mission-là. Et là, les membres, le pouvoir, c'est poser des questions. Il y a des façons de donner vraiment de la place aux membres à travers ces points-là. Et c'est de ça que je veux qu'on jase, finalement. Ça veut dire que le plan d'action, l'adoption d'un plan d'action ou des priorités d'action pour l'année à venir, c'est pas l'Assemblée générale annuelle qui le détermine, c'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration. Le plan d'action, selon la loi, il est déposé au conseil d'administration. Il peut être discuté. Mais il peut être présenté aussi à l'AGA. Oui, il n'y a rien qui empêche ça. Il peut être présenté, il peut être discuté, sauf qu'il est rarement débattu. Et d'ailleurs, ce serait peut-être un problème s'il était débattu en AGA. Parce que là, souvent, le plan d'action il est fait depuis quelques mois quand on arrive en AGA. Et là, il serait débattu là, pour l'année. Qu'est-ce qu'on fait comme CA? On réagit tout de suite. C'est pas là le moment de débattre du plan d'action. C'est un peu avant. On va en parler aussi. C'est partie des pistes de solution. Peut-être. Ça pourrait peut-être. Finalement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que à travers mes recherches, je me disais que si on se limite comme organisation, si on fonde tous nos espoirs sur la rétroaction des membres à l'événement annuel qu'est l'AGA, peut-être qu'on contribue à la non-participation. Il y a peut-être d'autres façons de stimuler cette participation, d'aller chercher toute la richesse de ces membres-là par rapport à notre organisation. Je vois le temps passer et j'ai peur. Alors, je pense rapidement sur le rôle du conseil, mais plutôt ses pouvoirs. Donc, selon ce qui est inscrit dans la loi, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour assurer en toutes circonstances la gestion courante de l'association. C'est lui qui adopte les règlements généraux et voit les faire ratifier dans l'OBNL. Dans la coopérative, c'est l'AGA qui adopte. Il nomme les dirigeants, c'est-à-dire c'est le CA qui va dire qui est mon président, vice-président, secrétaire et tout ça. Et il instaure les différents comités qu'il a besoin pour l'aider. On peut parler notamment du conseil exécutif. Je vous amène rapidement que le conseil exécutif, selon la loi, il y a quand même un nombre minimal d'administrateurs qui doivent être nommés au CA pour qu'on puisse nommer un comité exécutif. Et il convoque l'Assemblée des membres en déterminant le lieu, la date, l'endroit, etc. Bon. Maintenant, il a aussi des rôles. Si on regarde la littérature, vous allez voir que certains auteurs parlent de 20 rôles, il y en a d'autres qui parlent de 8 rôles, il y en a d'autres qui... Bon, c'est assez variable. Dans ma pratique en gouvernance associative, je me suis arrêtée à ces 11 rôles-là, qui sont de fournir des orientations stratégiques, doter l'organisation d'un plan stratégique,
voir à l'intégration, le suivi et l'évaluation du plan stratégique, assurer la relève et la compétence du conseil d'administration, déterminer la structure opérationnelle du CA et encadrer ses activités. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette phrase-là? Vous n'avez pas d'idée? Ben, s'il y a des comités, non, vous avez parlé. Dans le fond, la structure opérationnelle du CA, c'est comment on veut fonctionner, nous, en conseil d'administration. Ça va jusqu'au calendrier des rencontres, la dynamique pour la préparation des conseils d'administration. Est-ce que c'est le président et le DG qui font ça ensemble ou pas? Ou quoi? Mais dans le fond, c'est de se préoccuper comme administrateur comment on veut s'organiser. Et non pas comment on veut que la job des employés soit organisée. Embaucher, encadrer, évaluer la direction. Encadrer la permanence. Ici, j'aurais pu le mettre en italique. Quand je parle d'encadrer la permanence, c'est surtout les politiques d'encadrement, parce que l'encadrement quotidien, ça relève de la direction générale. Approuver le plan d'action, programme, budget et assurer le suivi. On voit approuver, c'est pas nécessairement développer. Oui, le CA et la direction peuvent travailler ensemble à défricher le plan d'action, mais c'est habituellement la direction que revient le rôle de réaliser le plan et le déposer à son conseil. Évaluer les risques, implanter les mesures, maintenir l'ancrage au milieu, assurer la pérennité de l'organisation. Okay. On a vu un petit peu c'est quoi le contexte de l'entreprise associative. Maintenant, c'est quoi la place du membre propriétaire dans ce contexte? On a vu que l'Assemblée générale, si on se limite à ça, ça peut être assez restreint comme exercice de pouvoir réel, c'est-à-dire comment les membres le jouent, pas nécessairement officiel. Je reviens avec mes rôles du CA pour qu'on voit un peu ensemble où les membres, où on pourrait aller chercher la part des membres. Pour moi, quand on parle d'orientation stratégique, je vous ai dit tout à l'heure que c'est au conseil d'administration, c'est lui qui est responsable de l'interprétation de la mission. Interpréter une mission, ça se fait en s'appuyant sur quoi? Des besoins? OK, oui. L'achat. Oui. Oui, mais même là, ce qui est écrit dans le charte, on peut l'interpréter. Mais j'aime bien des besoins. Les besoins, c'est qui peut les documenter ou les nourrir? Ça va être les membres. Bon. Ça peut être aussi des clients, des usagers. Ouais. Donc, dépendant du style de membre, mais nos membres, en principe, devraient avoir une acuité intéressante pour fournir du stock. Bon, donc on commence à avoir une piste. Documenter ou nourrir notre connaissance des besoins qui vont permettre au CA d'interpréter la mission. Plan stratégique, bien, c'est l'étape d'après. On a d'une part les besoins en termes d'orientation de la mission comme telle, mais comment ça va s'ancrer au quotidien, ça va être quoi notre offre. La relève au CA, est-ce que vous pensez que les membres sont concernés par la relève au CA? On a vu tantôt que c'était à eux d'élire le conseil d'administration. En fait, on élit un conseil d'administration parmi nous, parmi les membres. Donc, chacune des personnes, chaque membre est intimement concerné par la relève au conseil d'administration. Encore plus quand on sait que c'est le conseil d'administration qui détient les pouvoirs les plus étendus et que c'est lui qui va, comment je peux dire, qui incarne la vie de l'organisation quelque part. Il va également, le CA, évaluer les risques et les mesures. Comment les membres peuvent être interpellés dans les risques et les mesures ou concernés par? Mais moi, dans l'écrit à 9, évaluer les risques et implanter les mesures, là, je t'avoue franchement que je me pose qu'est-ce que tu veux dire par ça? OK. Donc, ce terme-là, pour toi, ça ne te dit rien? Non. OK.
En fait, c'est que évaluer les mesures, évaluer les risques, implanter les mesures, c'est, par exemple, on dit, nous autres, on veut réaliser telle mission. Pour ce faire, on veut le faire de telle manière, et ça nous prend par tel ou tel ou tel moyen. Est-ce que nous avons tout en main pour le faire? Est-ce qu'il nous manque des éléments? Est-ce que dans ce qu'on met en place, il y a des risques pour notre organisation, la pérennité de notre organisation, les membres, donc pour l'ensemble des éléments qui sont en lien avec le plan d'action. Et les mesures, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir le risque ou pour le corriger si jamais il y a le gérer, c'est ça. OK, c'est pas des mesures, comment on mesure si on a atteint notre objectif. Non, parce que ça se fait dans le suivi et l'évaluation du plan stratégique. C'est là qu'on va mettre une mesure d'évaluation. Mais donc, ici, il y a quand même... je pensais que les membres pourraient peut-être nous aider à évaluer ces risques-là quand on commence à réfléchir à notre plan d'action. Point très précis. Et le CA, par contre, a tout avantage à faire appel à la participation des membres, notamment pour affiner la lecture de la situation problématique, établir adéquatement ses orientations, son positionnement, maintenir son ancrage au milieu et assurer sa relève et sa pérennité. Voici quelques bonnes raisons de travailler au niveau de la participation des membres. Alors, pourquoi participer, notamment si, admettons, on y va avec les éléments que je viens de discuter? Élire le conseil d'administration ou faire partie du CA, à quoi, comme membre, devrait-on participer? À la GA. À la GA. C'est le lieu, en principe, où se fait l'élection du conseil d'administration. Ou si on veut adopter les règlements ou les ratifier, etc. Si on veut faire connaître nos besoins comme membres, à quoi est-ce qu'on peut participer? À l'AGA. Et là, j'ajouterais ici, si, mettons l'AGA, s'il n'y a pas d'espace de prévu, s'il y a juste une liste de points, est-ce qu'on peut partager notre point de vue? Non. Pas vraiment, là. Des fois, il n'y a pas d'espace de dialogue. Donc, si on veut faire part de notre point de vue lors de l'AGA, il faut qu'il y ait un espace de dialogue qui soit mis en place. Mais ça peut aussi être des comités de gouvernance ou des consultations. Encore faut-il qu'elles existent. Si je veux donner mon opinion sur les problématiques des enjeux auxquels l'organisation doit répondre, bien, dans le fond, c'est la même chose que précédemment. On peut le faire à travers l'AGA, etc. Si on veut contribuer au projet, aux tâches opérationnelles, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est là. On devient soit employé ou on s'engage comme membre, comme bénévole opérationnel. Il faut juste savoir que quand on fait ça, on devient l'équivalent d'un employé. Et notre contribution doit s'inscrire dans le même cadre. Donc, avec un chaîne de compétences, avec une autorité qui nous dit quoi faire, quand le faire, puis tout ça. La seule différence, c'est qu'on est bénévole. Il n'y a pas de paye. Il n'y a pas de paye. La paye n'est pas monétaire, c'est ça. Et si on veut participer à une activité organisée par l'entreprise, dans le fond, ce qu'on participe, on bénéficie de l'offre. Si par exemple, je ne sais pas moi, la CDR organise une formation destinée à ses membres, en fait, ces membres deviennent un peu les bénéficiaires dans ce cadre-là. Et alors, le rôle diffère. Comprenez que, dépendant de ce à quoi on souhaite participer comme membre, ou vous, comme conseil d'administration, que vous voulez que les membres participent, l'approche va être complètement différente. On ne s'adressera pas à ces personnes-là de la même manière. On va avoir un message qui va être différent pour chacun. Mais là, je me suis intéressée un petit peu à
pourquoi, comme individu, on devient membre? Et là, j'ai posé quelques questions sur des forums Internet, mais j'ai aussi fouillé un peu dans la littérature. Et ce qui ressort, c'est que comme membre, je veux peut-être aider. Vraiment, j'ai perçu comme personne une problématique dans un milieu et je veux faire quelque chose concrètement pour venir la régler. Alors, je peux être membre fondateur d'une organisation. Je peux aussi venir simplement témoigner mon appui, que ce soit moral ou financier, à une organisation qui est déjà en place pour soutenir une cause. À ce moment-là, ma participation, c'est de l'adhésion. J'adhère à quelque chose qui existe déjà. Je peux aussi adhérer parce que j'aime le monde dans cette organisation-là. La cause, oui peut-être, mais les gens qui sont là, encore plus. Parce qu'ils me ressemblent, parce que je les ai connus ailleurs, puis ils m'ont appelé, parce que la sollicitation personnelle est souvent l'élément déclencheur. Donc, je veux faire partie du groupe. C'est encore, là, cette fois-ci, c'est l'appartenance. Je veux aussi peut-être prendre part aux décisions, donc carrément venir agir dans pas le quotidien, mais dans l'organisation de la programmation. Alors là, je vais participer comme administrateur, donc je vais me présenter à un poste électif. Ou bien, je veux peut-être juste contribuer à quelques tâches une fois de temps en temps. Exemple, dans un groupe en environnement, je vais aller faire, moi, une journée de ramassage de déchets, exemple, sur les bordures. Là, je viens contribuer aux tâches, je deviens bénévole opérationnel. Et donc, utiliser. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tantôt, mais je pars de l'autre lorgnette, la lorgnette du membre. Maintenant, quelles sont mes attentes selon où je veux participer? Par exemple, si je soutiens la cause, si je suis juste là pour un soutien moral, puis avec un petit cachet, un petit montant, mes attentes, c'est peut-être juste d'être au courant de ce que l'organisation fait et pour contribuer réellement à cette cause. Parce que moi, je crois à la cause, donc je veux savoir qu'est-ce que l'organisation fait pour contribuer à la cause. Bien, là, dans le fond, c'est un besoin d'information. Alors, je peux tout simplement lire le rapport annuel. Je peux peut-être venir à la GA si j'ai le temps. Bien, vous voyez que dans le fond, je ne viens pas pour me présenter au CA ou pour donner mon point de vue, quoi que ce soit. Je suis juste là parce que je veux être sûre que l'organisation continue de répondre. Si j'ai un intérêt pour les activités, là, ce que je veux savoir, c'est quoi la programmation? Qu'est-ce que l'organisation fait concrètement? Qu'est-ce que moi, là, dans ce programme-là, je pourrais faire? Alors, là, j'ai besoin d'un niveau d'information supplémentaire. La manifestation d'engagement, bien, ça peut être de prendre connaissance du plan d'action, ça peut être de participer à des consultations aussi, parce que je veux mettre mon grain de sel dans le choix des activités. Je peux assister à la GA ou directement m'impliquer. Si mon intérêt, c'est le réseau de contact, là, je vais vouloir assister à plus d'activités organisées possibles. Que ce soit, dans le fond, la forme va à peu près pas beaucoup m'importer. Vous voyez aussi, il faut que j'aille plus vite parce que le temps passe, mais vous voyez qu'en fonction de ma motivation, la manifestation de mon engagement va être différente. Donc, encore là, quand on s'adresse à ces membres-là, il faut savoir c'est quoi leur motivation. OK. La participation, sa définition, là, on pourrait la circonscrire comme ça, c'est activité sociale et organisationnelle qui est favorisée par un ensemble complexe de phénomènes permettant aux acteurs sociaux de se joindre à des actions collectives et de les soutenir. Ici, j'aimerais qu'on retienne ensemble complexe de phénomènes. Vous allez voir que c'est assez complexe. Il y a aussi des niveaux de participation. Donc, on peut avoir une participation passive, et je suis sûre que vous êtes capable de mettre des noms sur des participants passifs.
Ensuite, on peut avoir une participation intéressée. Par exemple, si je participe à telle activité, je peux peut-être gagner un voyage. Je donne un exemple. Mais là, on voit qu'on commence à avoir des intérêts personnels qui nous font bouger. Je pense que je dois faire vraiment du service. Il est fondamental pour moi, je suis très intéressé. Voilà, mais l'intérêt peut être très de base, là, égoïste, mais il peut être un petit peu transcendé et ça peut être juste un intérêt, d'avoir l'impression que je contribue à quelque chose de vraiment important. C'est un intérêt pareil. OK? Et donc, plus ça va, plus la participation s'approfondit. Donc, après intéressé, c'est divulgation d'informations et consultation. Après ça, c'est fonctionnel. Fait que fonctionnel, ça peut être dans les tâches, dans le CA, etc. Donc, on est vraiment dedans. Ensuite, c'est une participation interactive. Je dirais que quand on est au CA, c'est pas mal interactif. Et tout ça nous mène éventuellement à de la mobilisation. Donc, on voit que la mobilisation, c'est pas le premier point. Pas mal quelques étapes à faire, là. OK. Qu'est-ce qui influence la participation? Parce que c'est ça, si on veut savoir comment amener nos membres à participer davantage, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut influencer. Et là, j'ai trouvé dans mes recherches passionnantes un beau petit schéma. Petit, c'est le cas de dire. Vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais dans mon PowerPoint que je vais mettre en lien, je vous mettrai en gros les acétates. Mais vous voyez que dans le fond, il y a d'une part la sollicitation qui va amener peut-être à une conscience de la problématique. Si on est conscient et qu'on adhère à la problématique, donc je suis complètement à gauche, ben oui, peut-être que je vais faire une adhésion formelle. Cette adhésion formelle-là peut m'amener des relations chaleureuses, je descends en bas, et si j'ai des relations qui me satisfont, je vais poursuivre mon adhésion. Je peux aussi être amené à faire don et contre-don, parce que quand je m'implique dans une organisation, je sais que je peux donner du temps, mais je vais recevoir en échange que ce soit juste des relations amicales, là. Mais tant que ce don et contre-don-là est équitable pour moi, je vais poursuivre mon adhésion. Sauf que si ce don devient trop grand, ben là, ça fait que c'est un surdon prolongé, je peux devenir fatigué. Martine, tu parlais d'épuisement tout à l'heure, et je peux donc lâcher, complètement démissionner à cause de la fatigue. En bas, vous voyez que les exigences de la vie privée, plus les exigences de la vie privée font qu'on manque de disponibilité et plus, dans le fond, ça nous amène vers une démission. Au niveau des caractéristiques organisationnelles, donc par exemple venant de l'organisation elle-même, ce que la littérature démontre, c'est que plus on est dans un système démocratique où les membres ont de la place, plus ça va intensifier le sentiment d'appartenance et de la poursuite de l'adhésion. Au contraire, et là c'est des fois un bas, plus on se professionnalise dans nos organisations, plus on s'éloigne de nos membres et plus ça nous mène vers du désintéressement, du désengagement et de la démission. Même chose aussi si on constate que les orientations idéologiques ne collent plus à notre perception de la problématique. Salut Bike Joe, je m'en vais chez moi. Donc, j'ai mis un petit peu en rouge, justement, si ça peut sortir. Les éléments qui sont des facteurs démotivants et qui peuvent nous amener à... Tu peux prendre les flèches aussi. Ah, les flèches. Il y en a une qui D'accord. Donc, pas d'amélioration perceptible de la situation problématique de départ. Salut, je m'en vais. Surdon prolongé, fatigue. Je m'en vais. Manque de disponibilité. Je m'en vais. Conflit non résolu lié à l'organisation. Je m'en vais. Fait que, il y a des éléments qui peuvent venir vraiment expliquer ce qui peut faire que le membre se désintéresse. J'ajouterais l'évolution de la problématique aussi. Parce que si la problématique évolue, les membres peuvent se sentir moins concernés ou pas concernés. Bien, c'est dans le fond, oui, et là on pourrait arriver dans l'orientation idéologique différente ou encore que
la résolution totale ou partielle en haut de la situation. Fait que, par exemple, si je suis membre d'une association de chômeurs, puis que je me trouve une job, ça se peut que j'aie moins d'intérêt. Et donc, pour moi, la situation problématique est réglée. Donc, j'ai plus d'affaires là. Bon, alors, il me reste quelques minutes. Comment favoriser la participation? Si on revient avec les éléments qui n'étaient pas en rouge dans le schéma présenté tout à l'heure, donc on parle de... Ah oui, puis c'est ça, c'est en fait dans la littérature, ce que j'ai trouvé aussi, c'est 7 notions essentielles pour favoriser la participation. Alors vous les avez à gauche, donc on parle de démocratie, d'efficacité, de compétences, de culture, de solidarité. Les 3 autres, on va y voir tantôt. Donc, démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté du pouvoir. On a vu que dans les entreprises associatives, là, le pouvoir, s'il se limite, l'exercice du pouvoir, s'il se limite à la GA, à une liste de points fermés, mais ça se peut qu'on n'ait pas de place à venir donner notre opinion. Par exemple, si, c'est drôle parce que c'est des points de vue que j'ai eus avant de trouver des éléments dans les bouquins. Tu sais, les gens qui ont l'impression que le CA est pacté ou que ce sont des postes électifs, de collèges électoraux, mais où tu n'as pas de place. Tu ne peux jamais donner ta candidature à aucun. Ben, ça démobilise, ça fait bon, mais tant pis, il n'y a pas de place pour moi, je ne vais pas. Il y a des collèges électoraux qui sont bien conçus, puis qu'il y a de la place pour aller donner, pour aller se proposer. Donc, dans les dispositions organisationnelles qu'on peut mettre en place pour favoriser la démocratie, mais par exemple, ça peut être soumettre à la discussion et aux prises de décision des thèmes importants pour les membres, que ce soit, on a parlé tantôt de donner un point de vue sur nos besoins, les orientations, les ci, les ça, mais il faut trouver un espace pour discuter avec les membres de ces enjeux-là. Je vois rien sur moi, c'est trop petit. Fournir l'information pour soutenir la réflexion encore là, laisser une place véritable là où c'est prévu et là où c'est possible. Là où c'est prévu, l'Assemblée générale. Est-ce qu'on peut faire un atelier de réflexion sur quelque chose, quitte à ce que le résultat soit pour le plan d'action de l'année prochaine? Mais si on ne laisse jamais cette place-là, ça ne marche pas. Et là où c'est possible, ben, c'est que ça veut dire qu'on peut mettre en place des consultations, des comités, tout ça, pour que les membres puissent venir donner leur point de vue. L'efficacité, c'est l'impression qu'a le membre que l'organisation est capable de répondre à sa mission avec les moyens qu'elle s'est donnés. Si on constate qu'il n'y a jamais assez de moyens, que c'est toujours... c'est-à-dire que le plan d'action est ça de large, puis que finalement les réalisations sont toujours ça de large. Excusez l'expression, mais c'est démobilisant ça aussi. Ça fait en sorte que le membre peut se désintéresser. Avoir l'impression que l'entreprise elle est bien gérée financièrement et la perception de la qualité de l'offre aussi. Ce que l'organisme fait pour répondre à la problématique, si le membre sent que c'est cohérent, que ça a de l'allure, puis que c'est bien positionné par rapport peut-être à des organisations concurrentes, bien, ça vient soutenir sa perception d'efficacité. Compétence. Le membre doit sentir qu'il est capable de jouer son rôle dans les différentes occasions qu'on lui offre pour jouer son rôle, et particulièrement quand c'est le temps de prendre une place au conseil d'administration. Si le membre n'a pas l'impression qu'il est capable de jouer ce rôle-là, il va tout simplement refuser. Donc, on peut, comme disposition, ben, c'est de la formation et de l'accompagnement. Culture de solidarité, c'est toutes les activités qui peuvent favoriser les interactions, démontrer qu'on est une gang, qu'on est ensemble. Je vais continuer parce qu'il me reste 3 minutes. Mais 3 acétates. Alors, c'est bon. 1 minute par acétate. Oui, c'est ça. Je pensais que tu me réduisais ça à 1 minute. Non. Voilà. Les 3 autres notions essentielles pour favoriser la participation, on parle d'affinité idéologique, sociabilité et attention à la vie privée. Donc, affinité idéologique, évidemment, dans le fond, ça vient chercher
l'adhésion du membre par rapport à la cause. Donc, tant et aussi longtemps que je comprends la problématique, que je suis capable de faire des liens avec mon vécu ou avec un vécu de mon entourage, ben, c'est plus facile d'adhérer à cette organisation-là et de dire, ouais, ça a bien de l'allure ce que vous voulez faire pour régler la problématique. Au niveau de la sociabilité, ben, c'est aussi, bon, oui, évidemment, tout l'aspect de comment on fait nos rapports sociaux, l'étiquette ou la politesse, mais aussi nos rituels, les fêtes, comment est-ce qu'on reconnaît l'apport, par exemple, de nos bénévoles quand ils sont très, très actifs, très présents. Puis tout ce qui permet de se sentir en famille, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'une des motivations, c'est l'appartenance. On veut faire partie du groupe et non pas avoir l'impression qu'on est en dehors du groupe. Chaque fois qu'on a l'impression que l'organisation, c'est juste eux autres qui peuvent s'impliquer, ou c'est toujours ceux-là, puis moi j'essaye, mais je peux pas, ça arrive. On en voit des organisations où on a l'impression qu'on n'a pas de place. Même si on croit à la cause, ou si j'ai l'impression que j'ai pas de place, je suis partie. C'est vraiment intéressant. Et l'attention à la vie privée, bien, c'est comment, comme organisation, dans les sollicitations qu'on va faire à nos membres, on va considérer leurs contraintes dans la vie privée. Fait que, par exemple, si on veut, si nos membres, c'est des jeunes parents, et on veut qu'ils soient présents à notre assemblée générale le soir de semaine, bien, ça se peut que ce soit plus difficile. On peut peut-être soit dédommager pour les frais de garde ou soit prévoir une activité de garde. Je ne sais pas, je lance des idées. Mais dans le fond, c'est en fonction de vos membres, quelles sont les contraintes qu'ils vivent par rapport à leur participation et c'est de proposer des mesures d'atténuation par rapport à ces contraintes. Alors, je reviens avec ma question de départ. Quoi faire pour que les membres participent enfin? J'ai trouvé cette citation très intéressante. Le comment devient simple lorsque le quoi est très clair et le pourquoi est suffisamment fort. Donc, pourquoi veut-on que nos membres participent? Et aussi, à quoi? Puis pourquoi? Donc, quelques éléments pour la participation des membres. Déterminer pour vous, dans votre organisation, quelles sont les attentes de l'entreprise associative en matière de participation, pourquoi, à quoi. Déterminer le type et la teneur de participation souhaitée. Les indicateurs, on peut rappeler ça les indicateurs de résultats. Tu sais, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, vous voulez avoir l'opinion des membres sur vos orientations stratégiques, puis que vous avez l'avis d'un membre, c'est assez. Sinon, c'est quoi qui serait assez pour vous? C'est quoi le type et la teneur? Déterminer les principales contraintes à la participation, de manière à pouvoir les contourner. Et ensuite, élaborer le plan d'action et de mise en œuvre. Alors, c'est ce que nous allons faire cet après-midi ensemble. Ça va être super le fun. Alors, il est 12h15, stop chrono. Merci.